Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal de bord. Alors là, c'est un épisode spécial. Je vais te parler. J'ai écrit un manifeste. En fait, régulièrement, je me pose des questions sur la vocation que je veux donner à Outils du Manager, et je me pose des questions de ma volonté de continuer, de l'intérêt que ça peut avoir, je dirais d'une manière générale. Donc, je te rassure, la conclusion, c'est que j'ai envie de. Enfin, je sais pas si ça va te rassurer. Moi, ça me rassure, c'est que j'ai envie de continuer. Mais voilà, on va parler de ça dans cet épisode. J'ai structuré un manifeste pour le management et pour l'entreprise sous l'angle, voilà, je pense que plus que jamais, le management doit changer, et je pense que si on réussit à le faire changer de la bonne manière, on peut avoir un impact dans notre société qui, pour moi, va pas très bien. Donc, première partie, la plus longue, je te présente un nouveau manifeste. Et deuxième partie, je vais te parler de la Black Friday. En gros, ce qu'il faut retenir sur la Black Friday, si tu n'écoutes pas jusqu'au bout, c'est que la semaine prochaine, on va faire des trucs qu'on n'a jamais fait sur Outils du Manager, que je pense on fera jamais. Je t'ai préparé des accès aux formations et à toutes les formations, voilà, avec des conditions qui sont jamais vues. Je t'en dis plus à la fin de cet épisode. Juste une chose, si t'es pas inscrit à la liste email, à la liste privée, tu recevras pas les promotions de la Black Friday Week. Donc, il faut que tu sois inscrit. Le lien est en descriptif. Si tu veux réagir au manifeste, c'est la même chose. Il faut que tu sois inscrit à la liste email, et puis tu m'envoies un mail pour réagir à ce que je vais dire. Je pense que dans ce que je vais dire maintenant, il y a des choses qui vont, bon, peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Ça fera le tri. Euh, J'avais vraiment besoin de dire ce que je pensais, et j'avais besoin aussi, moi, de faire le point par rapport à l'importance que je donne au management et sur la manière de manager dans notre monde. Voilà. On commence donc tout de suite avec le manifeste. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. La première, c'est l'entreprise pour changer la société. Je sais que ça paraît comme ça un peu, peut-être, on se dit, ouais, rien que ça. Bah ouais, rien que ça. Moi, je pense que la manière dont on manage, la manière dont on gère nos entreprises, bah, ça peut avoir un impact positif, et ça doit avoir un impact positif sur la société. Moi, j'ai jamais autant ressenti qu'en ce moment un manque de réalisme euh, et l'impression qu'en fait, on est dans un monde qui préfère se mentir. Donc, mon premier point, donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 points dans cette partie, c'est un îlot de réalisme dans un monde qui préfère se mentir. Si jamais tu veux le plan, bah, si tu es inscrit à liste email, tu auras le plan. Mais sinon, ce que tu es en train d'entendre, c'est aussi en vidéo sur YouTube, et et voilà, il y a le plan qui apparaît sur la vidéo YouTube. Donc, premier point, un îlot de réalisme dans un monde qui préfère se mentir. L'idée, c'est qu'on soit de gauche, de droite ou du centre. Je pense qu'on ne peut qu'être ébahi et déçu quand on voit le manque de clarté, d'efficacité et d'action cohérente dans notre pays. En gros, tout le monde n'arrête pas de nous dire qu'on va dans le mur, mais sans prendre vraiment de décision, en fait, finalement, en ajoutant au désordre ambiant. En fait, on a vraiment, je trouve, depuis un moment, un exemple constant. Et je parle pas du pouvoir qui est en place, je parle d'une manière générale dans la société, un manque de réalisme, un déni de la réalité, une incapacité à prendre des décisions concrètes et courageuses, et un refus général de risquer sa peau en politique en prenant des décisions responsables. Ce qui me choque aussi, c'est que quand tu regardes la télé, que tu écoutes la radio, que tu vas sur les réseaux sociaux, on a une impression permanente qu'on vit dans le pire des mondes, et en plus que ça va s'accentuer, que ça va être de pire en pire, alors qu'en vrai, on n'a jamais bénéficié, factuellement, on n'a jamais bénéficié dans nos pays de plus de confort, de moyens de s'épanouir, de sécurité de notre histoire. On n'a jamais eu autant de pouvoir sur notre vie personnelle. Et alors pourquoi je mets ça en parallèle avec l'entreprise ? C'est parce que dans l'entreprise, cette attitude de déni et de refus de prendre ses responsabilités, elle est impossible normalement. C'est-à-dire qu'aucun chef d'entreprise ne dirige en disant en permanence qu'il va dans le mur tout en n'apportant aucune solution.
En fait, quand tu es chef d'entreprise, tu dois trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ce que tu fais en permanence. Tu n'as pas le choix. Si tu attends que le monde résolve de lui-même ses problèmes, tu disparais du paysage. Tu n'existes plus. Ça devrait être vrai aussi pour les cadres et les managers, et même pour les collaborateurs d'ailleurs. Si tu n'as pas cette capacité à comprendre les problèmes et à trouver des solutions, tu n'as pas ta place dans l'entreprise. Quelqu'un qui met pas son énergie, son intelligence à sauver sa boîte, et donc à se sauver lui-même, il n'a pas sa place dans l'entreprise. Donc, le premier truc que je voudrais dire, c'est que dans un monde où, entre guillemets, on apprend à mentir par rapport à la réalité, eh bien, il existe des entreprises, et à l'intérieur des entreprises, on ne peut pas avoir de déni de réalité. Parce que si on a un déni de réalité, on va dans le mur. C'est pour ça que je dis que l'entreprise, déjà, peut changer cette attitude par rapport à cette attitude qui se développe dans la société. Deuxième point, l'entreprise, c'est un lieu de clarté dans un monde incompréhensible. Le monde, on a inventé un mot pour dire ça, il est devenu VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, qu'est-ce que c'est, je sais plus, et ambigu. En fait, tout le monde le dit, le monde, on comprend plus le monde. Et il y a sûrement un peu de vrai là-dedans. C'est vrai que le monde, il fonctionne plus vite qu'avant. Mais je pense que la confusion ambiante, elle est aussi alimentée par la quantité d'informations dont on est bombardé chaque heure. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans notre pays, il reçoit probablement en un an plus d'informations qu'il aurait reçu d'informations durant toute sa vie au Moyen-Âge. Et du coup, en général, c'est des informations que tu reçois sur lesquelles tu n'as aucun moyen d'action. Donc en réalité, tu peux avoir deux réactions. La première, c'est te laisser envahir par l'angoisse et tu vas finir nihiliste. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui agit plus parce que finalement, tout est foutu. Ou la deuxième réaction possible, c'est décréter que toutes ces informations sont fausses et là, tu vas devenir complotiste. Voilà, je te souhaite ni l'un ni l'autre. Dans une entreprise, c'est pas pareil. Dans une entreprise, en fait, l'information n'a de valeur que parce qu'elle t'aide à bien agir. C'est-à-dire que c'est quoi bien agir en entreprise? C'est prendre des bonnes décisions et bien les exécuter. Une information, elle a de valeur que si elle sert à ça. Et donc, ça t'oblige à être ultra sélectif et d'être certain des informations que tu reçois, mais tu peux pas recevoir toutes les informations. Tu as une espèce de filtre. Et en fait, ce filtre, ça va être, est-ce que cette information, je peux agir dessus, ou est-ce qu'elle contient une menace ou une opportunité à court terme ou à long terme. C'est juste ça. Donc, dans une entreprise, en fait, tu peux pas te laisser bombarder l'information sans rien faire. Tu es obligé de mettre en place un filtre qui va t'aider à agir. L'information n'a de valeur parce que elle t'aide à agir. Je te donne un exemple. Tes commerciaux reviennent de visite, réunion commerciale, et tous ils te disent, mais attends, sur le marché en ce moment, c'est terrible, toutes les entreprises font du chômage technique, ils achètent plus rien, les perspectives sont très mauvaises. La mauvaise réaction, ou le manque de réaction, ce serait de pleurer avec eux. Mais en fait, si tu es un bon directeur commercial, tu vas pas faire ça. Tu vas dire, ok les gars, ça c'est la situation. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Ah bah non, c'est comme ça, ok, on peut rien y faire. Donc, on peut pas changer la situation de nos clients. Donc, est-ce que la solution, c'est pas, puisque sur ce marché-là, ça marche pas bien, de concentrer nos forces sur le marché B qui est en pleine croissance, tout en continuant à visiter ces entreprises. Ce que je veux dire, c'est que cette information, à quoi elle te sert? Si elle te sert à rien, eh ben, t'en fais rien, elle t'angoisse pas, et tu passes à l'idée suivante. Et donc, quand je vois ça, je me dis que le rôle d'une entreprise, c'est aussi de représenter, au milieu de ce fouloir total, une espèce d'îlot de clarté dans lequel chacun et chacune, à son niveau, contribue et peut s'épanouir dans un climat d'efficacité. En fait, on peut contribuer parce qu'on a des objectifs clairs et peu nombreux, et parce que on sélectionne les informations par rapport à ces objectifs. Et aussi parce que les règles sont compréhensibles et qu'elles sont appliquées, ce qui manque beaucoup à notre société aujourd'hui. Troisième point, l'entreprise comme école de responsabilité. Une belle vie, c'est pas une vie sans problème. Une belle vie, c'est une vie avec des bons problèmes. C'est quoi des bons problèmes? C'est des problèmes qu'on prend à bras-le-corps et qu'on résout en faisant preuve de détermination et de courage. Donc, moi, je ne crois pas non plus aux bisounours, tu le sais, j'en ai parlé souvent, je ne crois pas à la complaisance inconditionnelle, je ne crois pas à la bienveillance facile.
Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de culture qui s'est développée, une espèce de mode de la déresponsabilisation de l'individu. En fait, j'ai l'impression que notre seul mode d'action dans la société, c'est de plus en plus de se plaindre, de fustiger la terre entière, et en fait, on oublie le plus souvent de se dire, bah ouais, mais je fais quoi moi? Qu'est-ce que je fais déjà pour moi? Qu'est-ce que je fais pour mes proches? En fait, simplement de se dire, mais en fait, la solution est en nous. Et je sais que ça va pas plaire ce que je dis, parce que on est un peu dans un monde où on aime bien ridiculiser le courage, où on dit qu'en fait, être courageux, finalement, ça sert à rien. On critique beaucoup le développement personnel. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Bien sûr, dans le développement personnel, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bonnes. Mais en tout cas, l'idée de fond, qui est de s'améliorer, de devenir une meilleure version de soi-même, franchement, comment on peut critiquer cette idée-là? Et puis, on est un peu dans une société où on n'aime pas trop l'ambition, et voilà. Et donc, on n'est pas très, je dirais, on est de moins en moins motivé à devenir meilleur, à se développer, etc. Et ça, dans l'entreprise, c'est pas possible. Dans l'entreprise, si tu restes passif, bah en général, ça dure pas très longtemps. En fait, moi, c'est comme Nassim Taleb, que tu connais, j'en ai déjà parlé, c'est le père de l'antifragilité, on a fait un épisode là-dessus. Moi, je crois au skin in the game. Le skin in the game, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se sent jamais aussi vivant que quand on risque sa peau. Alors évidemment, risquer sa peau, c'est une expression, hein, ça veut pas dire que si tu fais pas ce qu'il faut, tu vas mourir. Ça veut quand même dire que si tu fais pas ce qu'il faut, finalement, si tu prends pas la bonne décision, c'est la réalité qui va te donner une leçon. C'est-à-dire qu'il va t'arriver quelque chose de négatif. Et je le disais tout à l'heure, moi je pense que je suis assez d'accord avec lui, c'est ce qui manque aujourd'hui à nos politiques et à beaucoup de décisionnaires, c'est que c'est des gens voilà qui sont très donneurs de leçons, bien pensants, etc. Mais le problème, c'est qu'ils assument jamais leurs mauvaises décisions, qui nous concernent nous. Et d'ailleurs, je pense pas que ça les rende particulièrement heureux. C'est ce que je veux dire. En fait, quand je regarde dans mon entreprise, mes collaborateurs les plus épanouis, je le dis souvent, c'est pas ceux qui travaillent juste le bon nombre d'heures pour pas trop se fatiguer. C'est pas ceux qui ferment leur bouche en réunion pour pas gâcher l'ambiance. C'est pas ceux qui reconnaissent jamais leurs erreurs, mais qui se privent pas de critiquer tout en petit comité. Mes meilleurs collaborateurs, et en fait, les plus heureux, eh ben, je vais en parler bientôt, c'est ce que j'appelle mes intrapreneurs. Et je vais y revenir plus loin, parce que je pense que le fait d'être intrapreneur, c'est vraiment l'avenir du management. Mais on reste sur l'entreprise comme opportunité de changer la société. Mon point suivant, c'est que dans l'entreprise, on a vraiment une opportunité d'accomplissement. Je pense que, et mon point ici, c'est que je pense que l'entreprise, aujourd'hui, c'est la forme d'organisation humaine, ou ça peut être la forme d'organisation humaine la plus épanouissante et la plus utile pour l'être humain. C'est un lieu où il peut faire preuve de courage, c'est un lieu où il sera reconnu pour ses accomplissements, et c'est un lieu où il peut créer de la valeur utile. Et ça, il peut le faire pour deux raisons principales qui manquent à notre société. C'est que les règles du jeu dans l'entreprise sont claires. Sans valeur ajoutée, il n'y a plus d'entreprise. Donc, si tu donnes pas de la valeur ajoutée à ta boîte, tu n'as pas ta place dedans. Si une entreprise dépense plus qu'elle ne gagne, elle disparaît. Je ne crois pas que ce soit que ce soit un concept qui soit très présent dans la manière dont on gère le pays depuis des décennies. Et une entreprise qui trouve pas de solution devant la concurrence, elle disparaît aussi. C'est-à-dire que les règles du jeu sont claires. Peut-être c'est pas tout à fait ces règles du jeu pour un pays, hein, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, les règles sont claires. Deuxième chose pour lesquelles je pense que l'entreprise, c'est une opportunité d'accomplissement, c'est que le pouvoir, si l'entreprise est bien faite, ne va qu'aux personnes qui contribuent à cette création de valeur. Pas à celles qui ne produisent rien, pas à celles qui tirent au flanc, pas à celles qui ne prennent aucun risque. Tu as une espèce de cercle vertueux, en fait, entre les règles de l'entreprise, les règles de survie de l'entreprise et la répartition du pouvoir dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je dis que l'entreprise, c'est un lieu d'accomplissement, que ce soit pour l'entrepreneur, mais aussi pour ses managers, à condition qu'ils travaillent à devenir des intrapreneurs. Mon dernier point, évidemment, pour cette partie-là, c'est que ça peut changer la société. Je pense pas être un doux rêveur en disant ça. Moi, je suis pas un politique. Je suis un entrepreneur, je suis pragmatique, je fais pas ce métier pour faire plaisir, je fais pas ce métier pour faire une œuvre sociale, je fais parce que ça m'éclate
et parce que ça me permet de me construire une belle vie. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je vois qu'il y a un problème dans la société aussi quand je fais des recrutements. Et pour le résumer, en fait, je me rends compte que je résume beaucoup et je caricature, mais tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. J'ai deux types de candidats. J'ai des gens qui viennent chercher un salaire et j'ai des gens qui viennent chercher un travail. Et moi, les gens qui viennent chercher un salaire, en fait, je les embauche pas. La différence, c'est quoi? C'est que dans un cas, la personne, elle vient chercher de l'argent, et dans la deuxième cas, elle vient chercher un épanouissement, la possibilité de créer de la valeur, de participer à une œuvre collective, d'agir, de prendre des responsabilités, etc., etc. Et évidemment qu'elle va avoir un salaire aussi, mais tu vois la différence. Donc mon problème avec cette société, c'est qu'elle va plutôt générer de plus en plus des gens qui viennent juste chercher un salaire, parce que c'est bien normal, il faut avoir un salaire, etc., etc. Ça, c'est, je dirais, la face, je dirais, l'effet de la société sur l'entreprise. Mais maintenant, la phase, l'effet de l'entreprise sur la société, c'est que je pense qu'une entreprise bien gérée, avec les bons principes, etc., elle va créer, entre guillemets, des individus qui vont être plus responsables, qui vont être plus... C'est-à-dire que je pense que quand on devient un entrepreneur, un intrapreneur dans notre entreprise, on le devient aussi dans notre vie privée. Et donc, de plus en plus, on va avoir, si on réussit je dirais, à manager de la bonne manière, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont refuser de vivre dans une société qui oblitère notre responsabilité personnelle et finalement qui nous rend malheureux parce que c'est une société qui pense que ce qu'on recherche, c'est le plus de confort possible, le moins de contraintes possible, etc., etc. Voilà sur ma première partie. La deuxième partie, je vais te parler de l'entrepreneur libéré. Puis on aura une partie ensuite pour les managers. Il va y avoir 4 points. Le premier, que veut un entrepreneur? Le deuxième, l'entrepreneur prisonnier du management. Ensuite, l'entrepreneur libéré par le management. Et ensuite, travaille sur ton entreprise et pas dans ton entreprise. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? En fait, un entrepreneur, en général, il veut une vie riche, libre et passionnante. Il a choisi ce métier pour s'éclater, bien gagner sa vie, évidemment, se développer personnellement et créer quelque chose qu'il dépasse. C'est-à-dire qu'il crée plus de valeur que il pourrait en créer en restant tout seul. Et qu'il ait créé son entreprise ou qu'il l'ait acheté, en fait, cette entreprise, elle va représenter idéalement 3 choses. Bien gagner sa vie. S'il peut pas bien gagner sa vie, ça n'ira pas. Un terrain de création pour apporter quelque chose au monde. Un espace de liberté où il est responsable de ses décisions. C'est-à-dire un espace où il va être ce qu'on appelle skin in the game, c'est-à-dire que s'il prend une mauvaise décision, bah, il le sent tout de suite, et s'il prend une bonne décision, il le sent tout de suite aussi. S'il lui manque un de ces éléments, il est malheureux. S'il gagne pas sa vie ou si son entreprise est pas rentable, il va pas se sentir en sécurité, et donc il performera pas. S'il subit trop de contraintes, en interne ou en externe, externe, ça peut être des contraintes qui lui sont imposées par le pays dans lequel il exerce. Et en interne, ça peut être des soucis avec des collaborateurs ou des choses comme ça. Il va plus être capable de créer, donc il va être malheureux aussi. Et s'il se retrouve esclave de sa propre boîte, par définition, il perd sa liberté et donc il va perdre son jus d'entrepreneur. Et donc il va générer moins de valeur. Le cas dont je voudrais parler, c'est l'entrepreneur prisonnier du management. Parce que c'est un cas que je rencontre tout le temps quand je discute avec des entrepreneurs. Très souvent, l'entrepreneur va se sentir prisonnier de sa boîte à cause du management quotidien qui va l'envahir. Je te prends un exemple. Hier, j'appelle un couvreur pour refaire les toits des bâtiments dans lesquels on a notre restaurant. Et il me dit, oui, ok, ça se situe à quel endroit, voilà. Et il me dit, mais c'est un grand toit. Bah, je dis, ouais, il y a quand même 3 bâtiments, etc. Et là, il dit, ouais, parce qu'en fait, j'ai restructuré ma boîte. Bah, je dis, ok. Et il dit, bah, en fait, j'ai restructuré ma boîte, donc maintenant, je suis tout seul. Ah, je dis, ouais, c'est une grosse restructuration. Et il dit, en fait, maintenant, moi, des chantiers comme ça, je peux plus les faire. Je peux faire que des petites réparations, des choses comme ça. Et il conclut en me disant, vous devez bien connaître ce problème si votre compagne est dans la restauration, si elle gère le restaurant.
le personnel, c'est l'enfer. Ok, c'est un exemple classique, c'est juste un exemple. Mais ça m'est arrivé des dizaines de fois. Qu'est-ce que je dis? Des centaines de fois. Et c'est nul. Parce qu'en fait, je pense que le mec, quand il a créé sa boîte, il était passionné, il rêvait de travailler sur des gros bâtiments, de faire des choses extraordinaires, d'apporter beaucoup de valeur à ses clients. Sinon, il n'aurait pas commencé à embaucher. Sinon, il n'aurait pas créé une boîte. Et là, il me dit, je restructure. Pourquoi? Finalement, parce qu'il est en échec. Et du coup, il s'en prend à la société, aux salariés qui se mettent tout le temps en maladie, etc., etc. Mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a réfléchi à son management? Est-ce qu'il savait vraiment ce qu'il faisait quand il a embauché? Non. Parce que il savait faire des toits, des toitures, mais il savait pas faire de management. Juste, il s'est pas rendu compte qu'il fallait qu'il apprenne le management, ou plutôt qu'il fallait qu'il apprenne à mettre en place un système de management comme il avait appris à mettre en place une charpente pour tenir son toit. Troisième partie, l'entrepreneur libéré par le management. Tu l'as bien compris, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Bien sûr, je suis assez attristé de ce qui lui arrive, mais en fait, je ne suis pas d'accord sur son analyse parce que moi, j'ai connu une expérience exactement inverse en tant que dirigeant. En fait, moi, le management, il m'a toujours rendu, enfin toujours, une fois que j'ai compris comment ça marchait, il m'a rendu plus libre et épanoui. Il m'a permis de me libérer du quotidien de mes entreprises. Il m'a permis d'aller plus loin dans ce que je propose à mes clients. Si j'étais resté tout seul, je proposerais moins de choses. Et bien sûr, il m'a permis aussi de vivre des belles aventures humaines, alors que c'était pas mon truc au départ. Mais voilà, il y a le management qui libère et il y a le management qui contraint. Et je pense que tout est dans la méthode, tout est dans les outils. Sans méthode, sans outils, sans système, tu risques fort de te retrouver avec plus d'emmerdes que de valeur. Et je dis souvent, ce que veut un entrepreneur, c'est de la performance et pas d'emmerde. Si tu es manager et que tu écoutes ce podcast, si tu veux faire plaisir à ton boss, de la performance et pas d'emmerde. Donc, j'ai décidé d'expliquer aux entrepreneurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé tout ça, ma méthode pour développer un management qui les libère de leur entreprise et qui libère la croissance de leurs entreprises. Ma conviction absolue et vérifiée 1000 fois, c'est que le management, c'est le meilleur levier de l'entrepreneur. C'est ce que je vous partage à longueur d'épisodes sur ce podcast. Dernier point, pour les entrepreneurs, travaille sur ton entreprise et pas dans ton entreprise. L'entrepreneur libéré, il travaille pas dans son entreprise, il travaille sur son entreprise. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est Michael E. Gerber. Il en a une autre que j'aime bien qui est « Si tu as une entreprise et que tu travailles dedans, tu n'as pas une entreprise, tu as un job ». En fait, quand tu ne travailles plus qu'à l'intérieur de ton entreprise, à gérer des problèmes quotidiens dus au fonctionnement interne de ton entreprise, tu cesses de créer, tu cesses de développer et tu cesses d'améliorer. Et donc, tu perds ton jus d'entrepreneur. Et donc, il va falloir que tu te libères du quotidien de ton entreprise, que tu as créé en fait, pour laisser ton entreprise se développer sans que tu constitues un frein à son développement. Quand on réussit ça, on retrouve du plaisir à développer, à créer, etc. Et même si on ne le fait pas, on se rend compte que le fait d'avoir libéré notre entreprise, en fait, ça lui permet de se développer toute seule dans des directions qu'on n'avait pas prévues. Et donc, on devient quelqu'un qui félicite les intrapreneurs qu'il a dans son entreprise pour leur réussite. Mais pour ça, il faut apprendre à manager de la bonne façon. Et manager de la bonne façon, c'est créer un système de management qui pousse les managers à devenir des intrapreneurs. C'est ce que je partage dans toutes mes formations pour dirigeants et avec les membres du Ciel, dont je t'ai déjà parlé, le cercle des intrapreneurs et entrepreneurs libérés. Voilà, pour les entrepreneurs, si tu veux en savoir plus, il faut t'inscrire au mail privé. Maintenant, quel est mon message pour vous, les managers? Donc, c'est la troisième partie, le manager intrapreneur. Attends, je me perds dans mes les onglets. Voilà, le manager intrapreneur, il y aura trois parties, le héros de l'entreprise, l'intrapreneur, et il voit son entreprise, son équipe comme une mini-entreprise. Donc, on l'a compris, ce que veulent les entrepreneurs, parce que c'est nécessaire,
ce sont des résultats et pas d'emmerde. Et leur levier pour ça, c'est leur système de management. Qu'est-ce que ça veut dire pour les managers? La première chose, mon premier point, c'est le héros de l'entreprise, c'est le manager. Moi, j'ai créé ce podcast en grande partie parce que j'en avais ras-le-bol de l'image que les médias, les films, etc. nous renvoient du manager. À chaque fois qu'on te présente un manager dans un film, surtout un film français d'ailleurs, le mec c'est un gros con. Le mec on n'a pas envie de lui parler, il est horrible et on n'a surtout pas envie d'être comme lui. Donc, dans la panoplie des managers qu'on te présente dans les films, c'est le petit chef, le petit exécutant, un peu bête, faillot du patron. Ou bien celui qui est peureux, totalement inefficace et qui n'ose pas prendre des décisions qui fâchent et qui est toujours à faire le faillot avec son équipe. Ou bien, un peu plus rare, celui qui se croit malin à critiquer sa direction quand elle a le dos tourné, ou bien celui qui se révolte contre un système d'entreprise qui est horrible, etc., etc. Voilà pour l'image que on donne des managers dans notre monde. Pourtant, alors ça existe, hein, des gens comme ça. Je dis pas, ça existe probablement. Je pense pas qu'ils aient décidé d'être comme ça. Je pense que s'ils sont comme ça, c'est juste parce qu'ils ont pas le bon système de management, ou en tout cas, ils n'ont pas trouvé la clé. Je pense qu'il y a personne qui rêve d'être comme ça. Je pense, voilà, que c'est juste qu'ils n'ont pas les outils pour devenir des bons managers. Et donc, mon point, c'est sans entreprise, il n'y a pas de manager. Donc, on n'a pas le choix, il faut des managers. Et la bonne forme, c'est ma deuxième partie de manager. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'intrapreneur. En fait, un intrapreneur, c'est un manager qui a compris, comme l'entrepreneur libéré, que la clé, c'est le management. C'est le mec qui a compris que son job, c'est pas d'être plus compétent que ses collaborateurs, c'est pas de travailler plus qu'eux, c'est pas d'être meilleur que ses collaborateurs. C'est le mec qui a compris que son job, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider ses collaborateurs à mieux performer dans le sens des objectifs de l'entreprise. Et donc, ça veut pas dire être gentil et bienveillant. Ça, c'est pourquoi pas, mais je veux dire, il faut que ce soit au service de quelque chose. Ça veut pas dire d'être ultra autoritaire et donc de tout imposer. Ça veut pas dire d'être ultra compétent et donc écraser nos collaborateurs avec notre compétence. Ça veut dire être capable de tirer le meilleur de nos collaborateurs en les respectant. Et les respecter, ça veut dire aussi avoir le courage et la compétence de leur dire quand ça va pas. Donc, pour dire à quelqu'un que ça va pas, faut du courage, mais surtout aussi, il faut de la compétence. Parce qu'en fait, tes collaborateurs, ils attendent que tu leur dises ce qui va pas. Ils ont envie de s'améliorer. S'ils n'ont pas envie, il faut générer cette envie chez eux. On verra après comment on fait. Et donc, en résumé, un intrapreneur, c'est un manager qui voit son équipe comme une mini-entreprise. Donc, c'est quoi une mini-entreprise? Ça veut dire qu'on travaille sur notre mini-entreprise. Donc, un manager, il travaille sur son équipe. Il ne travaille pas à la place de son équipe. Ça veut dire qu'il va créer un système de management, c'est-à-dire des rituels de management qui vont lui permettre à la fois d'améliorer la performance immédiate et la performance future de son équipe. Si tu réussis à faire ça, tu es un intrapreneur. Alors, quatrième partie, le nouveau management. C'est quoi le nouveau management? C'est quoi le mode de management auquel on croit depuis toujours chez Outils du Manager? En fait, on pourrait résumer un des grands, tu l'as compris, le premier grand principe d'Outils du Manager, c'est qu'il faut un système de management. Mais le deuxième principe qui vient juste après, c'est qu'on va utiliser l'influence plutôt que la force pour créer de la performance. Il va y avoir trois parties. La performance d'une entreprise est la somme des comportements. B, le pouvoir dans l'entreprise. Et C, le pouvoir de la confiance et de l'influence. La performance d'une entreprise, c'est la force des comportements. La logique d'une entreprise, très simplement, c'est
tu as une structure, c'est-à-dire une organisation. On a prévu des services, un organigramme, etc., etc. Ça, c'est une chose. C'est l'organisation de l'entreprise. Et à l'intérieur de cette structure, on a des éléments qu'on va appeler les managers qui vont être capables d'influencer leurs collaborateurs, c'est-à-dire les gens de leur équipe, pour générer des comportements, modifier les comportements des gens qui ne sont pas performants et encourager les comportements qui sont performants. Je veux dire, le management, c'est ça. C'est créer du résultat à partir de comportements que tu as générés chez tes collaborateurs. Et donc, ce qui va permettre la performance de l'entreprise, eh bien, c'est la capacité des managers à influencer les comportements de leurs collaborateurs. Ok, jusque-là, je crois que j'ai rien dit qu'on ne sache déjà. Maintenant, le pouvoir dans l'entreprise. Celui qui maîtrise le pouvoir dans l'entreprise, il maîtrise les comportements. Parce que le pouvoir, c'est la capacité à influencer les comportements des gens. Et la première chose que je voudrais dire, pour que ce soit clair, moi je crois au modèle hiérarchique. Je m'intéresse à l'entreprise libérée et à toutes les autres formes alternatives d'organisation dans l'entreprise. Mais voilà, on jette pas à la poubelle le modèle le plus ancien, le plus répandu chez les humains. Et la plupart des entreprises sont construites sur ce modèle. Moi, je suis pragmatique. À partir du moment où les entreprises sont plutôt construites sur ce modèle, je prends ce modèle-là. S'il y a d'autres modèles qui marchent, super, ça m'intéresse, on va pouvoir en tirer des choses, etc., etc. Donc, première chose, moi, le modèle hiérarchique, c'est OK. Maintenant, je suis aussi conscient qu'à l'intérieur d'une entreprise, il y a une autre forme de pouvoir. Et en fait, cette forme de pouvoir, elle est certainement plus puissante. Et je veux parler du pouvoir d'influence. Tu prends une entreprise. Tu as la cartographie du pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a une logique, c'est le mec en haut, il a plus de pouvoir que le mec en bas, etc., etc. C'est le triangle. Okay. Mais en vrai, dans une entreprise, tu as une deuxième cartographie qui est celle de l'influence réelle. Par exemple, tu peux avoir une entreprise structurée avec un mec tout en bas de l'organigramme qui s'appelle Roger, qui est un ancien du service informatique, il est toujours au service informatique, il est là depuis très très longtemps, il connaît tout le monde, il est hyper sympa, il rend beaucoup de services, mais il n'a aucun lien hiérarchique, Roger, il est tout en bas, et pourtant, il a tellement d'influence sur les autres qu'il est capable de faire réussir ou faire capoter un projet selon son bon vouloir. Et donc, le Roger, t'as pas intérêt à ce qu'il se mette en biais. Parce que s'il se met en biais, il va te mettre le foutoir dans l'entreprise. Et donc, le Roger, en vrai, il a plus de pouvoir que le responsable du service informatique. Donc, je crois à l'organigramme, j'ai conscience que le pouvoir hiérarchique existe et qu'il a son utilité, mais moi je pense qu'il est de moins en moins utile, ce pouvoir-là, et surtout qu'il est dangereux quand il n'est pas aligné sur le pouvoir d'influence. Pour le dire simplement, je suis convaincu qu'un manager qui compte que sur son pouvoir hiérarchique, et donc sur la contrainte pour changer les comportements de ses collaborateurs, je suis convaincu que ce manager-là, il va se planter. Plus il va insister sur son pouvoir hiérarchique, plus il va dire aux gens « Non mais tu dois m'obéir parce que tu vois c'est écrit ici », moins les gens vont lui obéir. Le manager efficace, c'est celui qui développe un autre mode d'action sur ses collaborateurs, et c'est ce que j'appelle le pouvoir d'influence, qui va se fonder sur la confiance des collaborateurs. Donc, le pouvoir hiérarchique existe. Oui, si tu es manager, tu devras l'utiliser dans des conditions extrêmes, mais ce sera toujours parce que tu as épuisé tes autres recours, qui sont la confiance et l'influence. Dernière partie, pour les managers, pour les intrapreneurs, le pouvoir de la confiance et de l'influence. Le premier truc que je voudrais dire, c'est que la confiance, elle n'est pas présente à l'état naturel. En fait, les managers qui se plantent, c'est ceux qui croient que parce qu'ils ont leur titre, eh ben, automatiquement, on va leur obéir, parce qu'ils sont plus forts, ils sont plus hauts dans l'organigramme, plus malins, etc. Il n'y a rien qui dit qu'ils vont t'obéir pour ça. Et le deuxième type de manager qui se plante et qui devient un manager aigri, c'est le mec qui dit « Non, mais moi, je fais confiance, je crois à la confiance, moi, je pense que tout le monde est sympa, moi, je suis pas un mec qui impose, blabla, blablabla. » Et en réalité, ceux-là, ils font rien pour développer la confiance, parce qu'ils partent du principe que la confiance est présente, comme elle est probablement présente peut-être dans leur environnement proche, dans leur famille ou avec leurs amis, sauf que là, on est
dans un environnement qui n'est pas naturel. Donc la confiance, elle n'existe pas a priori. La confiance, elle se crée. Comment on crée de la confiance avec quelqu'un? On crée de la confiance avec quelqu'un en passant du temps avec cette personne et en lui faisant sentir qu'elle est importante pour nous. Donc, on fait sentir à quelqu'un qu'il est important pour nous quand on passe du temps avec lui. Et le problème, c'est que dans les entreprises, le temps, c'est ce qui nous manque le plus. Et c'est là que tu as besoin d'une méthode. La confiance, elle va se créer avec des rituels et des outils qui vont permettre d'optimiser le temps que tu passes, c'est-à-dire de ne pas te faire déborder par le management, et que ce temps que tu vas passer, il soit employé efficacement dans un premier temps pour créer de la confiance. Le résultat, c'est que tu vas obtenir des collaborateurs qui vont être performants dans le long terme. Parce qu'ils seront dans un environnement où tu as créé de la confiance et parce que tu leur as donné les moyens de réussir et parce que, un tas de choses comme ça qui sont en fait tout ce qui provient de cette confiance initiale que tu as créée. Et donc la méthode d'outils du manager pour les managers, elle commence par créer la confiance. Et pas en faisant du pipeau, pas en racontant n'importe quoi, non, en utilisant des rituels et des techniques. Et donc, si tu réussis à ça, tu vas avoir des collaborateurs qui vont être performants parce que heureux et épanouis dans leur travail, qui s'accomplissent dans leur travail. Ces collaborateurs, ils vont te rendre heureux en tant que manager parce que c'est toujours sympa d'obtenir de la performance avec des gens qui sont très contents de la produire. Et tu vas rendre ton dirigeant heureux parce que tu vas lui amener de la performance et pas d'emmerde. Voilà le management moderne. Évidemment, je n'ai pas détaillé, mais voilà, ce qu'il faut retenir dans le management moderne, c'est que son efficacité et sa qualité reposent sur l'influence plutôt que sur la force. Mon 5e point, hop, tac, tac, tac. Mon 5e point, c'est que... alors attends, hop. Mon 5e point, c'est que c'est mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que les avantages de ce mode de management, c'est qu'ils sont multiples et qui concernent tous les acteurs. Le premier point, c'est la motivation intrinsèque. Il y a une croyance dans l'entreprise qui est assez ancrée, qui est qu'il faut motiver les gens et qu'il faut les motiver avec des éléments extrinsèques, c'est-à-dire qu'ils sont extérieurs au travail, extérieurs à eux-mêmes. Je te donne des exemples. Motivateur extrinsèque positif, les primes, les éléments statutaires, les avantages. Une grosse prime, un beau titre, une belle bagnole. Alors, le mec, il va être motivé si tu lui donnes tout ça. Les motivateurs extrinsèques négatifs, les sanctions, les contrôles, les menaces. Je te contrôle parce que je te fais pas confiance, et donc tu peux pas tricher, tu es obligé de faire le travail que je t'ai demandé. Je te menace si tu le fais pas, je te sanctionne si tu réponds négativement à ma menace. On a longtemps pensé que c'était ça, en fait, qui allait faire avancer les choses et générer de la performance. En fait, c'est beaucoup moins puissant que quand la motivation est intrinsèque. C'est-à-dire que c'est la personne qui prend du plaisir dans son travail. Du plaisir immédiat et du plaisir à long terme. C'est-à-dire une gratification immédiate qui est le travail bien fait. J'ai bien fait mon travail. Je suis fier de ce que je viens de faire. C'est du travail bien fait, etc. J'ai contribué, nanana. Et avec un sens. C'est-à-dire, en plus, ça contribue au bien-être global de la société. Je sais que j'ai œuvré dans le bon sens, etc., etc. Quand tu utilises la confiance et l'influence pour, manager, eh bien, tu obtiens cette motivation intrinsèque. Deuxième point, la performance sera supérieure. Un collaborateur engagé et autonome est plus performant, non seulement parce qu'il s'en voudrait de bâcler son travail, il a envie d'être fier de son travail, il éprouve le flow quand il fait son travail, quand il est bien fait, mais aussi parce qu'il adore trouver des solutions lui-même à ses problèmes. Autrement dit, il est responsabilisé, c'est pas quelqu'un qui va venir te voir tout le temps en disant « Oh là là, il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais ?» C'est-à-dire t'amener des problèmes et pas des solutions. Non, quelqu'un qui est managé comme ça, il va plutôt trouver ses solutions lui-même. Ça augmente la rétention.
Un collaborateur engagé, il quitte pas son entreprise parce qu'il sait qu'il retrouvera pas ailleurs ces sentiments de reconnaissance et ce sentiment d'accomplissement. Donc, il va pas te quitter parce qu'il sait que chez toi, il peut se développer. Efficacité. Il n'y a pas besoin de contrôler un collaborateur engagé. En fait, il s'en voudrait de tricher. C'est sa boîte. Je veux dire, s'il commence à tricher, etc., à tirer des avantages qui vont à l'encontre de la boîte, il se sent pas bien. Il est honnête. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aussi facilement parler de ses erreurs. Et il va essayer de les réparer lui-même. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui fait de son mieux sans que tu aies besoin de le contrôler, etc., etc. Et puis, il se passe un truc assez extraordinaire quand tu réussis à créer cette ambiance dans une entreprise d'honnêteté, on va dire, c'est que quand quelqu'un triche, c'est ses collègues qui vont le voir en disant « Non mais attends, tu fais quoi là? T'es en train de casser la boîte. » Point suivant, l'antifragilité. J'en ai déjà parlé sur ce podcast. En résumé, l'antifragilité, c'est la capacité à tirer parti des crises. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a 3 états possibles. C'est la fragilité, la robustesse et l'antifragilité. L'opposé de la fragilité, c'est pas la robustesse, parce que quand tu es robuste, en fait, tu ne tires pas parti des crises, tu résistes aux crises jusqu'au moment où, n'ayant pas eu la capacité de t'adapter, il y aura une grosse crise qui va te tuer. Donc, l'idéal, c'est d'être antifragile, tirer parti des crises. Or, il s'avère qu'un humain, quand il est confronté à son environnement, c'est-à-dire que quand il est confronté à des problèmes, à des stress, à des choses comme ça régulièrement, eh bien, il va bâtir une intelligence, une adaptation physique ou mentale qui vont faire qu'il va devenir meilleur, il va devenir plus fort et surtout plus adapté à son environnement. Si tu n'es pas responsabilisé, si tu n'es pas soumis à ton environnement, si en fait tu n'en as rien à fiche de ce qui se passe autour de toi, tu vas pas t'adapter. C'est pour ça que je dis, notre société actuellement, elle est un peu dangereuse de ce côté-là, c'est que on a toujours l'impression que les problèmes doivent être résolus par d'autres personnes ou qui sont générés par d'autres personnes. Et du coup, on n'apprend plus à développer nos défenses naturelles, on n'apprend plus à s'adapter aux problèmes. Si tu réussis à faire en sorte que tes collaborateurs s'adaptent aux problèmes, en les responsabilisant, en les autonomisant, etc., tu crées une entreprise antifragile. Parce que si toutes les composantes de ton entreprise sont antifragiles, c'est-à-dire si elle est faite de collaborateurs, de managers, etc., qui s'adaptent et en permanence règlent les problèmes, et ton entreprise, elle est antifragile. Si tu es manager et que ton équipe prend ces habitudes-là, ton équipe, elle est antifragile aussi. Puis mon dernier point, c'est tout con, c'est que c'est une entreprise ou une équipe qui va rendre les gens heureux. Parce que je pense qu'une entreprise ou une équipe, elle est sans aucun doute plus performante sur le long terme. Les systèmes basés sur la pression, sur la manipulation, sur la contrainte, etc., ils sont condamnés à terme. Parce qu'en fait, ils sont destructeurs. Ils détruisent en réalité les ressources de l'entreprise. Ils détruisent les gens au lieu de les construire. Je dis heureux, mais attention à la définition du mot heureux. Je pense que tu l'as compris. Heureux, c'est pas confort, tout le temps et inconditionnel. C'est pas fainéantise généralisée. C'est pas assistanat. C'est pas privilège exorbitant. Heureux, c'est responsable de mes performances. C'est engagé. C'est reconnu pour la valeur que j'ai créée. Reconnu pour mes efforts. Reconnu pour mon courage. C'est la confiance que je génère, etc., etc. Dans cette entreprise-là, on vit une aventure. On se bat et on gagne. On œuvre ensemble un destin commun et je pense que c'est transformateur. Mon dernier point dans ce manifeste, c'est il faut une méthode. Et ma première question, ce sera y arriveront-ils tous? Mon deuxième point, ce sera le premier pas, et mon troisième point, ce sera un chemin progressif. Première question que je me pose, est-ce que tous les gens qui m'écoutent vont y arriver? C'est une question qui est légitime, parce que si je fais tout ça pour que les gens n'y arrivent pas, peut-être faudrait que je change de vocation. Mais en même temps, je suis réaliste. Je sais que tout entrepreneur n'arrivera pas à devenir un entrepreneur libéré, et tout manager ne réussira pas à être un intrapreneur. En tout cas, pas totalement, et c'est pas grave. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sentiment d'accomplissement
qu'on va ressentir au moment des premières victoires. En fait, ce qui rend heureux, vraiment, profondément, je crois que c'est le sentiment d'avoir son destin en main et de devenir intentionnel. Je pense pas que le plus important, ce soit de se dire à un moment de sa vie, je suis ça y est, je suis un intrapreneur. J'étais un manager, maintenant je suis un intrapreneur. Ou bien, je suis maintenant un entrepreneur parfaitement libéré. Je veux dire, moi, je me prétends pas être parfaitement libéré. Peut-être que je me dis, ouais, je suis libéré à 70%. En tout cas, beaucoup plus libéré que beaucoup d'entrepreneurs que je connais. Et en fait, ce qui m'intéresse, et je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin et que chaque jour, on se rapproche de cette espèce d'idéal. Je pense que c'est le travail d'une vie. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que on est dans un environnement. On est dans une position hiérarchique. On est dans un secteur, sur un marché. On est dans une entreprise qui n'est pas forcément une entreprise privée, qui peut être une entreprise publique. On a des contraintes, etc., etc. Mais la volonté de devenir un intrapreneur, elle est possible, quel que soit l'endroit où on se trouve. Moi, je ne m'adresse pas seulement à des gens qui sont dans le secteur privé ou à des gens qui ont tout pouvoir. Je m'adresse à tout le monde. On a plein de gens qui écoutent le podcast et qui font les formations qui sont dans le secteur public ou qui n'ont pas de collaborateurs, etc., etc. Je pense que ce qui compte, c'est d'avoir les outils pour faire évoluer notre position vers un idéal que je viens de décrire. Et donc, ma deuxième partie, c'est le premier pas. En fait, le premier pas, c'est d'en avoir envie. J'espère que quand tu as écouté ce manifeste, tu t'es dit « Ah ouais, ça me fait envie ». Si ça n'a pas donné cette envie, si t'as pas donné cette envie, je veux dire, c'est tout, j'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Je veux dire j'espère vous serez nombreux à avoir eu des déclics. Mais ça suffira pas. C'est-à-dire que même si on y croit très fort, il faut agir. Et je crois pas beaucoup à la gratification différée. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui dit on fait des efforts parce qu'on vise un but lointain, et donc on est capable de se sacrifier pour ce but lointain. Moi, je crois pas tellement à cette manière de faire. Je crois au but lointain, je crois à la gratification différée, mais je pense que si on a en plus de la gratification immédiate, c'est pas mal. Moi, je pense que la première action qu'on entreprend vers un objectif, il faut que ce soit immédiatement un succès. C'est ça qui va donner envie de continuer pour construire, brique par brique, en partant des fondations, un système qui fonctionne. C'est le pari d'outils du manager. C'est ma dernière partie, c'est que j'ai appelé un chemin progressif, brique par brique. Donc, il ne faut pas en rester au niveau des bonnes intentions, juste de se dire « Ah, c'est super, tout ce qu'il dit Cédric, mais pour moi, c'est pas possible. » Non, il faut passer à l'action. Avec la conscience qu'on n'atteindra pas l'idéal tout de suite, mais avec la conscience qu'on peut s'en rapprocher. C'est ni une question de talent, ni une question d'environnement, c'est vraiment une question de compréhension et de volonté et de méthode. Dans toutes mes formations, j'ai toujours le même principe. 1. Je te donne la théorie minimale pour que tu aies le déclic, de dire « Ah ouais, ça peut marcher son truc ». Et la compréhension, c'est-à-dire ça sert à rien d'agir si on ne comprend pas ce qu'on fait. Immédiatement après, je te donne la première action simple pour démarrer, et cette première action simple, elle va te donner un premier succès. Si jamais c'est pas le cas, on a un forum, on a une équipe pour te débloquer, t'expliquer ou essayer de trouver avec toi pourquoi cette première action, elle n'a pas réussi. Et mon pari, c'est que si tu fais cette première action, en fait, tu auras conscience que tu as posé la première brique, et tu auras envie de poser les briques suivantes. Et donc, dans la formation, tu vas avoir les briques suivantes à poser. C'est un chemin, c'est brique par brique. Voilà pour mon manifeste. Je te résume. Je pense que changer le management, c'est aussi changer la société. Parce que je pense que l'entreprise, c'est une société en miniature qui a beaucoup de vertus et qui apprend, entre autres, la clarté en triant les informations, c'est-à-dire la capacité à choisir des informations qui nous sont utiles pour nos actions. Ça s'appelle être pragmatique et avoir de la clarté. Et la responsabilisation et le skin in the game, c'est-à-dire je suis responsable de mes actes. La solution étant moi, je dois trouver les moyens d'avancer par moi-même. Je ne dois pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Ensuite, voilà ce en quoi on croit chez Outils du Manager. 1. Un entrepreneur libère son entreprise et se libère par le management. 2.
un manager intrapreneur apporte davantage à l'entreprise, à ses collaborateurs et à lui-même. Ce qui compte, c'est qu'il soit intrapreneur. 3. Pour ça, il sait créer de la confiance et il manage par l'influence plutôt que par la force. 4. Ce que je viens de dire, ça s'apprend. Il faut une méthode, sinon on se perd. Voilà pour le manifeste. On parle 2 minutes du Black Friday. De toute façon, cette circonstance, puisque le Black Friday, ça va probablement te permettre de passer à l'action. Ça arrive donc la semaine prochaine. Pendant cette semaine-là et cette semaine-là uniquement, tu vas avoir accès à tous les outils du catalogue sans exception à des conditions jamais vues chez Outils du Manager. Si tu as testé aucun de mes outils, c'est le moment ou jamais de le faire. Si tu as déjà testé des outils et que tu veux compléter ta panoplie, ton système de management, si tu veux ajouter des briques dont je parlais tout à l'heure, c'est le moment de le faire. Si tu veux avoir accès à tous les outils de chef d'entreprise, de manager ou l'ensemble à vie, tu vas aussi pouvoir le faire. Bref, pendant cette semaine-là, dans les mails privés, je ne vais pas faire dans la dentelle, je ne vais pas parler de management, je vais uniquement te proposer des deals qui n'existent pas habituellement. J'ai aucune gêne à le faire parce que c'est concentré uniquement sur cette semaine. Donc oui, si tu n'as pas l'intention de faire une formation, tu vas être un peu embêté pendant cette semaine. Et puis surtout, j'ai aucune gêne à le faire parce que j'ai aucun doute sur l'efficacité de mes outils et que j'ai vraiment envie que vous passiez à l'action. Sinon, tout ce que je fais, ça sert à rien. Et je sais qu'en proposant ça, j'ai toutes les chances d'améliorer nos entreprises. Mais pour ça, il faut que tu sois inscrit aux mails privés. Il n'y a que les gens des mails privés qui vont recevoir les opportunités uniques qu'on va avoir pendant cette semaine-là. Pour faire partie des mails privés, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien en description. C'est gratuit. Tu peux te désinscrire à tout moment. Voilà. J'espère que mon petit manifeste te parle et qu'il t'a donné envie de nous rejoindre. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt.